Bonjour à tous, et donc également merci à la FEDORU de nous permettre de présenter nos travaux à cette journée. Donc après la présentation sur Julie qui vous a donné un peu le travail qu'on a commencé à faire sur l'identification des fermetures des structures d'urgence et la difficulté par les modalités, je vais vous présenter un travail qu'on a fait un peu en second temps, c'est-à-dire effectivement voir l'impact de ces fermetures sur l'organisation territoriale. Donc déjà revenir sur un premier point, les fermetures, ça a déjà été évoqué par Laurent, un peu par Julie aussi. Il y a clairement une évolution de la prise en charge. C'est-à-dire que les fermetures des services d'urgence, il y a quelques années, c'est complètement inconcevable. Je vous rappelle des textes, effectivement, une structure d'urgence accueille sans sélection H24, 7 jours sur 7, tous les patients. Ça a commencé à changer l'été, il n'y a pas très longtemps, effectivement, avec les mesures flash de François Braun, enfin portées à l'époque par François Braun, où effectivement la recommandation 24 comme évoquait la possibilité de pouvoir fermer une structure d'urgence dans un cas de tension particulière, avec les mots qui sont importants et qui sont les plus compliqués à mettre en place, c'est qu'il fallait effectivement mettre une logique territoriale, essayer d'organiser ces fermetures pour limiter leur impact. Et puis quelque chose qui va devenir usuel, on a tous vu passer en fin d'année la publication sur les antennes de médecine d'urgence, où clairement le modèle va être amené à évoluer, probablement de façon raisonnée et de façon nécessaire. On a les difficultés à tenir nos services d'urgence, les plannings ne tournent pas. Peut-être qu'effectivement, il va falloir essayer de réorganiser notre offre de soins. Donc effectivement, les antennes de médecine d'urgence auront des horaires d'ouverture. Donc on aura effectivement, ça ne sera même plus des fermetures, ça sera acté que c'est une antenne, donc elle n'est pas ouverte la nuit. La problématique qu'on a, c'est que pour l'instant, ces fermetures, elles sont quand même rarement organisées à l'avance. Dans le meilleur des cas, les plannings sont identifiés quelques semaines à l'avance et on a quelques semaines, quelques jours pour s'organiser avec les collègues de terrain pour dire je vais devoir fermer, comment on fait, etc. Mais c'est des fois effectivement fait le soir même parce que l'intérimaire n'est pas venu, parce que le collègue est tombé malade, parce que plein de bonnes raisons, parce qu'il peut y avoir aussi des problèmes au niveau des soignants et qu'effectivement l'organisation elle est complexe à adapter quand c'est dans l'urgence, d'autant que l'organisation territoriale elle est complexe parce qu'effectivement ça peut être en intra-GHT dans certains cas, mais souvent ça peut être plusieurs GHT, ça peut être des privés et des publics qui sont impactés. Ça peut être en interdépartemental, voire pour ceux qui sont à la frontière de différentes régions, on peut se retrouver à bosser avec des régions voisines, donc effectivement l'organisation elle est quand même très complexe à mettre en place. Et la crainte qu'on a tous sur ces fermetures, c'est effectivement l'effet domino. À de très très rares exceptions, mais histoire de dire que ce n'est pas la généralité, je ne connais pas de service d'urgence qui ne soit pas en difficulté. Quand le service d'urgence voisin va fermer, on est tous à se dire comment on va gérer quoi. On a tous des patients dans nos couloirs, on a tous des plannings qui sont tendus, comment on va gérer si on reçoit effectivement les patients des voisins. Donc on va reprendre du coup les travaux sur les deux établissements qui ont déjà été identifiés, ces deux établissements qui ont des profils un peu différents, effectivement, avec un établissement siège de SAMU à 40 000 passages à l'année, qui a un gros recrutement, et qui donc effectivement lui fermait de façon très ponctuelle, avec une fermeture qui était en mode régulation serrée, c'est-à-dire que les soirs ils étaient fermés, ils ne recevaient que les urgences vitales et certaines filières. Et donc l'établissement B qui lui a une période de fermeture estivale sur une quinzaine de jours, et lui qui était en mode porte close. Un établissement que je connais un petit peu, où effectivement l'accueil était fait par un vigile qui disait « vous rentrez pas ». Voilà. Donc peut-être pas le meilleur modèle, effectivement. Donc la méthode, c'est qu'on a effectivement voulu analyser l'impact de ces fermetures sur les services considérés comme proches. Donc effectivement, comment on a défini les établissements proches? Effectivement, on a repris ce que vous avez déjà rapidement évoqué tout à l'heure, Julie, sur le bassin sanitaire. Donc on a évalué le bassin sanitaire de chacun de nos deux établissements A et B. Donc pour la méthode de notre bassin sanitaire, on prend tous les codes postaux des RPU du bassin sanitaire, on fait la moyenne de passage global et on prend toutes les communes qui sont au-dessus de la moyenne et qui représentent la plus grosse partie, donc le bassin sanitaire. Quand on a les données qui sont représentées sur la cartographie, c'est assez fiable parce qu'effectivement on voit bien les bassins qui sont autour des établissements. Et on a décidé d'enlever, dans un contexte d'effet saisonnier, parce que sur notre région, comme pour certains d'entre vous, on a quand même une valence touristique. Donc effectivement, on enlève aussi les communes qui sont à plus d'une heure et demie en disant que probablement il y a un effet qui n'est pas du bassin habituel. Et donc une fois qu'on a fait ça, on a regardé du coup les établissements à proximité géographique de ceux qui étaient fermés, et on a regardé quelle était la part des codes postaux entre guillemets qui se partageaient, quelle part de bassin sanitaire était partagée. Donc on voit sur l'établissement A, il y a effectivement 5 établissements qui étaient autour, et par exemple l'établissement A a 61% de son bassin sanitaire qui est le même que le bassin sanitaire de l'établissement A. Donc on se dit c'est probablement des patients qui sont partagés. On a choisi dans les trois premiers, non pas parce que 3 c'est le chiffre absolu, mais parce qu'effectivement c'est ce qui nous semblait cohérent. Sur l'établissement A, on a 66%, 57%, 22%, et après on a moins de 5%, donc on est probablement sur des établissements qui seront peu impactés sur la fermeture. Sur l'établissement B, on voit qu'effectivement
A priori, les patientèles sont plus centrées et moins partagées. Néanmoins, on a le même effet, effectivement, à partir du 4e établissement, on est à moins de 5%, donc probablement des impacts faibles. Et donc, on a décidé de comparer nos données RPU, du coup, sur ces établissements, ces 4 établissements, celui qui est fermé, plus les 3 proches, côté A, côté B. Et on a voulu comparer donc l'activité en nombre de RPU et faire une analyse sur les profils des patients, et éventuellement travailler aussi sur la durée de passage pour voir quels étaient les impacts. Donc, je vais vous présenter les résultats et vous présenter un peu l'organisation. Donc, on reprend rapidos. L'établissement A, donc je vous rappelle, 280 communes sur son bassin sanitaire, 40 000 passages à l'année, entouré de 3 établissements, tous distants d'une petite heure. Donc, c'est quand même effectivement une zone un peu rurale, les établissements assez lointains, les uns des autres quand même. Un établissement A1, effectivement, qui est une activité relativement modérée, 11 000 passages à l'année. A2, à peu près la même chose, 10 000 passages à l'année. Établissement A3 qui est un peu plus important avec 35 000 passages quasiment à l'année. Des organisations un peu différentes. Effectivement, l'établissement A3 n'a pas de SMUR, les autres ont des SMUR, des équipes mutualisées, mais voilà. Et donc au niveau des résultats, désolé, les animations n'ont pas marché comme il fallait, mais bon. Du coup, on voit que j'ai pas j'ai pas de souris, c'est pas grave. Donc sur les passages, on voit effectivement que les périodes de fermeture montrent une discrète augmentation des passages, sauf pour l'établissement A2. Avec des biais d'analyse, effectivement, on est parti sur les périodes d'ouverture versus périodes de fermeture. Donc effectivement, l'établissement A était ouvert tous les jours et une bonne partie des nuits, et n'était fermé que sur des nuits. Donc on a probablement des biais d'analyse sur les périodes. Mais voilà, on voit effectivement qu'il y a l'établissement A semble avoir une augmentation de son nombre de passages du bassin de l'établissement A quand l'établissement est fermé. Ce n'est pas le cas pour l'établissement A2 et que c'est relativement majeur pour l'établissement A3 où effectivement il passe de 22% à 33% de patients venant du bassin de l'établissement fermé. On a fait une estimation du surplus que ça représenterait par jour, mais effectivement l'établissement A3, sur cette méthode qui est très basique, permet d'envisager que potentiellement il y a à peu près 5 passages de plus, du coup pas par jour mais par nuit vu qu'il est fermé la nuit, dû à la fermeture de l'établissement. Donc clairement un impact qui peut sembler assez important. Quand on regarde le profil des passages, on voit effectivement sur les temps d'accès qu'il y a une augmentation du temps d'accès de 30-60 minutes. Effectivement, la proportion de patients semblant venir d'un peu plus loin augmente. Est-ce que c'est l'effet de la fermeture ? Probablement, en tout cas, c'est ce qu'on envisage. Effectivement, les gens se déplacent un peu plus. Il n'y avait pas un gros impact sur la consultation des patients de plus de 75 ans. Et il y avait par contre une augmentation de patients consultants amenés en transport sanitaire. Alors pareil, toujours un biais qu'on compare des nuits à des périodes H24, mais on a quand même l'impression que les patients arrivent un peu plus en ambulance et en pompiers sur les périodes de fermeture de l'établissement A. La gravité, alors j'ai mis entre guillemets, parce qu'effectivement on est parti sur la CCMU avec tous les biais de la CCMU, mais on peut considérer qu'elle est à peu près reproductible au sein de chaque établissement. On a l'impression d'une discrète augmentation de la CCMU sur les passages de fermeture de l'établissement A, donc peut-être qu'effectivement c'est ces patients-là qui sont amenés à être orientés sur des établissements voisins. Et du coup, on a aussi travaillé sur le taux d'hospitalisation. On voit une augmentation relative pour l'établissement 1 à 2 du taux d'hospitalisation, un peu plus marqué pour l'établissement A3, où effectivement on peut estimer que potentiellement il y avait 2 hospitalisations supplémentaires quand l'établissement A était fermé. Sur les durées de passage, les choses évoluent peu pour l'établissement 1 à 2, ce qui est assez cohérent avec des établissements qui ont peu d'impact a priori. L'établissement A3, où effectivement la durée de passage semble franchement augmenter. Donc là, on voit que dans cet établissement, il y a un des établissements A3, qui semble subir de façon assez dure la fermeture de l'établissement A. Et quand on analyse au sein du propre service d'urgence, là, c'est les données d'activité que vous avez déjà présentées un peu, Julie. Là, on dure. Donc là, j'ai fait un focus sur le mois de décembre, qui était le mois où il y a le plus de fermetures. Et donc, on voit l'activité de ce service d'urgence. Et on voit que finalement, ce n'est pas les jours où il était fermé quand il y a une flèche rouge qu'il a fait les activités les plus faibles. Donc effectivement, on revient à ce que disait Julie, c'est un service qui n'était pas complètement fermé, qui gardait une partie d'activité nocturne. Et finalement, on arrive quand même à identifier des creux où on se dit effectivement il était fermé, mais quand on regarde la période sur la droite là, du 24-25 décembre, finalement, pas grand-chose. Et surtout, a priori, pas une grosse augmentation les lendemains, donc peut-être pas de report d'activité non plus des patients de la nuit. C'est une question qu'on se pose quand l'établissement est fermé la nuit, est-ce qu'ils viennent tous la journée, est-ce qu'ils reviennent le lendemain ou pas ? Ça ne semble pas de façon majeure. Sur l'établissement B, on a donc fait la même analyse avec un profil un peu différent. Donc l'établissement B est un établissement de taille plus modeste avec 22 000 passages. Les 3 établissements qui sont autour sont des établissements qui sont un peu plus proches, entre 40 et 50 minutes.
avec 2 établissements qui ont une activité à peu près superposable à la leur, c'est-à-dire 25 000 pour l'établissement B1 et 26 000 pour l'établissement B2. De mémoire, le B1, c'est un établissement privé, le B2, c'est un établissement public avec un service de gériatrie et une équipe SMUR. L'établissement B3 est un établissement de plus grosse importance avec 50 000 passages quasiment, siège de SAMU, et effectivement avec donc une zone dédiée à la pédiatrie au sein des urgences. Et donc quand on regarde les analyses, alors là il y a des données un peu particulières, c'est-à-dire que l'établissement B2 a quand même été fermé 11 des 12 nuits de fermeture de l'établissement B. Effectivement, on s'est retrouvé sur cette zone avec 2 établissements qui étaient fermés en même temps, mais sur un mode de fermeture différent et pas tout à fait les mêmes horaires. Ce qui fait qu'on voit que malgré tout, l'établissement B2, il a eu 260 passages sur les périodes de fermeture de l'établissement, et que l'établissement B1, qui était lui ouvert toutes les nuits, a reçu 358 passages sur cette même période. Et l'établissement B3, effectivement, lui était à 900 passages reçus. Sur l'organisation et le transfert des patients de bassin sanitaire, on note quasiment aucune différence. Quand on regarde le nombre de passages quand les établissements étaient ouverts et fermés, on voit que pour B1, l'impact il est nul. Pour B2, l'impact il est inverse, mais à la limite c'est attendu parce que l'établissement était fermé, il était lui régulé, donc effectivement peu de patients étaient orientés. Et sur l'établissement B3, si on regarde avec les yeux de la foi, on dit oui, effectivement il passait de 8,5 à 10%, ça représenterait potentiellement un passage de plus par nuit. Il y a quand même par contre la même chose sur des temps d'accès qui semblent un peu plus longs, donc des patients qui sembleraient peut-être venir d'un peu plus loin. Sur les transports sanitaires, l'établissement B2, effectivement comme il était fermé régulé, c'est assez logique, il y a beaucoup moins de passages. L'établissement B1, on s'est aperçu que du coup les données qui étaient remontées par la EPU ne comprenaient pas cette information. Et sur l'établissement B3, on a quand même l'impression d'une petite augmentation du nombre de passages avec le même biais que je vous ai donné tout à l'heure. On est sur des fermetures principalement nocturnes. Cet établissement B était fermé une fois la journée, mais pendant 14 nuits d'affilée sinon. Donc effectivement, on compare des périodes qui ne sont pas les mêmes. Et quand on regarde les gravités, ça semble être un peu plus grave sur les établissements B1, B2. Et étrangement, sur l'établissement B3, cette CCMU a tendance à baisser sur les périodes de fermeture de l'établissement B. Alors effectivement, est-ce qu'il y a un recrutement de patients ambulatoires qui seraient venus réorienter? Difficile à dire. Sur le surplus d'hospitalisation, on est sur des données où effectivement, on a l'impression que ça hospitalise un petit peu plus, mais pas de façon majeure. Et les durées de passage, elles, on peut évoluer sur la période, voire baisser sur B2 avec le même biais. Ils étaient fermés la nuit, officiellement. Enfin, en tout cas, régulés. Et quand on regarde l'impact sur la fermeture du propre reçu, donc ça, c'est l'établissement B. Le mois précédent à la fermeture, donc à gauche, c'est le mois de juillet. On voit donc son diagramme de charge avec son activité diurne et nocturne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ces diagrammes, chaque couleur représente un taux horaire. Donc si on part de la gauche, le noir, c'est les patients de la veille. Le bleu qu'on voit, c'est les patients arrivés entre minuit et 8 heures. Et on suit les patients tout au long de la journée. Donc là, pendant un mois, on voit qu'effectivement, le mois de juillet, l'activité était une activité nocturne quand même, somme toute assez faible, mais qui s'effondre surtout à partir de minuit, avec un pic de consultation, de patients présents aux urgences à 16. Sur la période de fermeture, on voit bien qu'effectivement, l'établissement semble fermé de façon plus précoce à une activité nocturne quasiment nulle. Par contre, en journée, ils sont à 12 passages en pic. Donc effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas un gros report de charge de patients de la nuit sur la journée sur cet établissement. Et là, sur les activités de passage, effectivement, oui, période du son, on voit bien la période de fermeture, mais comme je lui l'avais montré tout à l'heure, ça se voyait relativement bien. Ils ont fermé pendant 14 nuits d'affilée, donc effectivement, et puis c'était une vraie fermeture. Il y avait 0 entrée, à part de la pédiatrie et de la gynéco. Donc en conclusion, on voit qu'effectivement les fermetures elles sont complexes, qu'il va falloir les organiser sur le territoire et que comme les fermetures sont toutes différentes, et bien, du coup les impacts sont aussi tous différents et qu'il n'y a probablement pas de modèle unique. Sachant que les fermetures, comme on dit, des fois c'est un tri à l'accueil, des fois c'est une porte close, des fois il y a une régulation plus ou moins forte, complétée par une réorientation par un infirmier d'accueil. Il y a certains établissements qui font une prise en charge dégradée, c'est-à-dire que les patients les plus graves sont vus, stabilisés avant d'être transférés. Pour d'autres, effectivement, c'est toujours la même chose, c'est la porte close. Quand c'est le videur qui vous dit « vous rentrez pas », vous rentrez pas, avec ou sans téléphone pour contacter le 15. Que la typologie des patients, elle évolue. La pédiatrie, c'est clairement différent. Des services d'urgence reçoivent la pédiatrie. Certains établissements sont organisés pour que la pédiatrie soit vue dans le service de pédiatrie, des fois par un interne. Donc effectivement, ils les reçoivent quand le service d'urgence est officiellement fermé. Qu'il y a des solutions alternatives qu'on ne connaît pas et qu'on maîtrise encore relativement peu au niveau de l'ORU. Est-ce qu'il y a des maisons médicales de garde, comment elles sont ouvertes, est-ce qu'elles sont organisées? Est-ce que sur ces périodes, on a augmenté la possibilité de consultation d'horaire sur la maison médicale de garde? Est-ce qu'il y a des SOS médecins? Est-ce qu'il y a des centres de soins non programmés disponibles? Quelle est la proximité géographique et la disponibilité d'autres structures de proximité? Le comportement de la population, on voit bien qu'a priori sur nos 2 établissements, qui sont 2 établissements certes ruraux, mais pas tout à fait identiques, mais qui ont des comportements qui ont été clairement différents. Que la période de l'année peut jouer, il y a des épidémies, il y a des tourismes, et qu'il y a des fermetures journée, des fermetures de nuit, il y a un contexte rural-urbain, qu'il y a plein de choses qui peuvent impacter, et qu'effectivement, il va falloir probablement sur ces fermetures, si on doit les faire de façon pérenne, travailler à des organisations qui seront adaptées à chaque situation.
Et ben, cette organisation, elle doit être effectivement faite de façon territoriale. La question, première question qu'on peut se poser, quand on voyait l'établissement A3 qui avait de façon estimée 2 hospitalisations de plus sur ses fermetures, qu'est-ce qu'on fait des hospitalisations? Si un établissement est amené à fermer pendant 15 jours et que potentiellement il ferme jour et nuit, est-ce que ces lits restent accessibles pour l'établissement voisin qui va recevoir ses patients? À un moment, il faut jouer le chose. Il y a le partage des ressources. Mon établissement, effectivement, a été impacté cet été. On a eu un gros souci de recrutement en personnel paramédical. On a eu recours à de l'intérim. Un établissement voisin a fermé faute de médecins. À un moment, je trouvais dommage d'embaucher des intérims infirmiers chez nous et qu'à côté, on ferme un service d'urgence avec potentiellement des infirmières habituées du secteur qui auraient pu venir renforcer. C'est le même GHT. Probablement, il y a des choses à construire de ce côté-là. Il va falloir clairement aussi un soutien des tutelles. Ça a été évoqué par Julie. Moi, je vous l'ai montré. Il y a une augmentation du recours au transport. Il y a des transports plus longs. On est toujours en grande difficulté sur les transports sanitaires, déjà pour les emmener aux urgences, encore plus pour les faire partir. Probablement sur ces périodes, il faut aussi travailler avec les tutelles pour augmenter notre possibilité de gérer des transferts. Et donc, il va falloir suivre ces activités. Ça va être la mission des ORU, effectivement, qu'on a les RPU pour analyser les données, que probablement, il va falloir qu'on travaille à des tableaux de bord d'analyse de ces périodes de fermeture, de ces histoires d'impact, qu'il va falloir qu'on puisse récupérer des analyses aussi sur nos données de SAMU-SAS de façon plus fiable pour savoir quelle est leur activité, quels sont leurs engagements de moyens, les appels et les solutions. Et puis travailler potentiellement sur les consommations de soins sur le territoire quand les services sont fermés. Que deviennent ces patients? Sur l'établissement B, on a l'impression qu'ils disparaissent, ces patients, la nuit. Mais où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'effectivement il y a des consultations en journée? Est-ce que c'est de la téléconsultation? Est-ce que les centres de consultation sont programmés? On a l'impression qu'ils sont aux urgences. Voilà. Donc il y a effectivement plein de choses à construire et probablement des tableaux de bord à bosser au niveau de l'euro. Je vous remercie de votre attention.